Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Accent Africa TV Show. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain togolais dont les mots résonnent bien au-delà des pages. Il a à son actif deux nouvelles, Coup de théâtre et Notre cœur, notre piège. Il a aussi un roman à l'Hôtel du Sacré. Dans cet entretien, nous allons parler de son dernier roman à l'Hôtel du Sacré. Dans la deuxième partie, nous allons aborder l'actualité américaine. Et dans la dernière partie, nous irons en Afrique pour parler de ces réalités. Sans plus attendre, accueillons chaleureusement M. Gérard Diadé. Monsieur Gérard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Accent Africa TV Show, comme on dit en anglais, comme nous sommes aux USA. Effectivement. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici. Oui. Je dirais même que c'est une énième fois parce que Effectivement. vous êtes habitué à notre plateau. Oui. Mais bon, tu sais, il y a des nouveaux téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour une énième fois. Je suis togolais biologiquement et socialement américain. Yeah. Me présenter, c'est un exercice un peu compliqué pour moi parce que nos pays ont été baptisés par le fouet, la colonisation. Donc, le Togo ne fait pas exception. Yeah, c'est vrai. Donc, on n'a pas le choix, je n'ai pas le choix. Pour décliner mon identité, je ne peux que me référer à ce titre-là. Ouais. Voilà, je suis togolais biologiquement et artificiellement, en fait, artificiellement américain. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a de cela plusieurs années. Bon, d'entrée de jeu, j'aimerais vous poser cette question-là qui me taraude vraiment à l'esprit depuis un moment. Bon, comme vous avez à votre actif je dirais trois livres de recueil de nouvelles. Le premier, Coup de théâtre, le second, Notre cœur, notre piège. Et tout récemment, vous avez sorti à l'Hôtel du Sacré. Bon, aujourd'hui, avec le phénomène du développement personnel, est-ce que la fiction t'aide encore? Oui, c'est une question très intéressante parce que je pense qu'il ne faut pas voir entre les deux domaines un gouffre, un abîme. Yeah. Il faut voir plutôt un pont entre les deux. C'est ça. Parce que l'intellectuel, c'est celui-là qui arrive à faire le pont entre plusieurs domaines. C'est ça. Donc, si on parle de développement personnel, je pense qu'on ne doit pas séparer le développement personnel de la fiction. Oui. Parce qu'il y a un lien. C'est ça. Lorsqu'on lit un roman, par exemple, les aventures des personnages, par exemple, peuvent nous parler, peuvent nous conseiller, peuvent nous encourager. Okay. Donc, dans ce sens-là, et même les mots, les nouveaux mots qu'on rencontre, par exemple, les expressions et tout, tous ces éléments, en fait, nous forment. C'est ça. Donc, le développement personnel, en fait, l'un des éléments importants du développement personnel aussi, c'est la formation à la communication. Donc, lorsqu'on lit la fiction, il y a les mots nouveaux qu'on peut rencontrer, les expressions et tout. Donc, tous ces éléments nous forment. Donc, c'est indirectement, la fiction, c'est indirectement le développement personnel. Donc, séparer les deux, ce serait oublier l'un des objectifs aussi de la création de la littérature. La formation de l'esprit, la formation à la communication. Oui, je comprends. OK. Ouais. Bon, dans notre dernier entretien, nous avons parlé de votre livre à l'Hôtel du Sacré, qui est d'ailleurs votre troisième œuvre. Vous avez changé d'orientation. Pourquoi? Oui, ouais, avoir écrit le recueil de nouvelles et maintenant, oui, effectivement. Dans le roman. Oui, effectivement. Ouais, en création, en art, il y a quelque chose qu'on appelle l'inspiration. C'est ça. Et l'inspiration, c'est une voix muette qui souffle à vos oreilles un récit.
un récit, par exemple. Donc, moi, je me rappelle, j'étais de corps à Lomé, après avoir suivi une émission télé, je me rappelle quand j'étais physiquement à Lomé, je suivais une émission sur une chaîne télé. Et les spécialistes de la musique togolaise ils disaient que la plupart des chanteurs gospel pensent qu'il suffit de réciter la Bible et tout pour faire pour se dire qu'on chante le gospel. Donc il faut aller au-delà, il faut la création. Donc quand je suis revenu, l'idée de créer ce livre-là m'est venue. C'est ça. Donc c'est en fait l'inspiration qui m'a poussé et surtout également cette émission qui m'a poussé à écrire ce livre. Dans ce livre qui traite de l'art, qui traite du gospel en particulier. D'accord, d'accord, ok. Bon, j'aimerais aussi savoir ce qu'on peut extraire de votre œuvre comme développement personnel. Oui, ça c'est une question. Effectivement. Et, à l'Hôtel du Sacré, il y a en littérature, en roman par exemple, il y a le genre romanesque qu'on appelle le roman d'apprentissage. Donc le roman d'apprentissage, c'est en fait un roman qui relate l'histoire d'une formation. Donc dans le roman d'apprentissage, on voit par exemple, on suit le parcours d'un héros, d'un personnage, depuis son étape de zéro à l'étape de héros. Donc c'est en fait une œuvre de formation. Donc dans cette œuvre, à l'Hôtel du Sacré, quand on lit ce livre-là, on va se rendre compte que Nina, le personnage principal, va évoluer du stade de débrouillard au stade de l'artiste. Donc ce parcours-là, le processus du développement personnel. Effectivement. Donc, sur son parcours, dans sa carrière, elle va faire face à la séduction de ses maîtres de chant. Parfois, elle va verser dans la prostitution et tout. Donc, ce qu'on peut extraire de ce livre aussi, c'est l'importance du courage. Donc, on ne peut pas séparer cela du développement personnel. Voilà, donc il y a un lien entre les deux. Il y a vraiment un lien. Effectivement. Surtout Nina, elle a connu vraiment des hauts et des bas. Effectivement. Mais ça sort, quoi. Là, c'est bien. Aussi, dans vos nouvelles, il formule les chants, des poèmes et même des berceuses. Pourquoi cette intervention de rimes ou de refrains? Effectivement, dans mes nouvelles, j'ai introduit pas mal de chants, de poèmes et même des devinettes. Et quand on prend le coup de théâtre, par exemple, et même notre piège, il y a des poèmes et des berceuses même en éveil dans ma langue maternelle. Donc, c'est l'introduction de ces poèmes-là, de ces berceuses, et effectivement également dans ma langue, c'est le souci, c'est de faire jouir également ceux qui aiment la poésie et la narration. Parce que la poésie est surtout axée sur le travail sur les mots. Donc, il y a un souci de jouissance textuelle, qu'on appelle également la jouissance sexuelle, qui est ici, qui m'a aussi poussé à introduire ces éléments-là dans les nouvelles. Donc, il y a aussi l'aspect de la narration. Donc, ceux qui aiment la poésie vont trouver leur compte, et ceux qui aiment également la narration vont pouvoir également se fuir. Donc, les deux éléments et la poésie et la narration sont inclus dans l'œuvre. Donc, chacun peut trouver également son compte. Voilà. Combien de temps ça peut vous prendre pour écrire un livre? Ça dépend du livre aussi. Ça dépend du livre. Il y a certains livres qui demandent des recherches. S'il faut faire beaucoup de recherches, si on écrit par exemple un livre
sur l'histoire, il va falloir beaucoup faire beaucoup de recherches. Voilà, documenter. Ouais. Mais dans la plupart du cas, les 5 mois, 6 mois peut suffire à écrire un livre. Mais ça dépend. Ça dépend du temps. Vous voyez, nous sommes aux États-Unis. Voilà. Là, nous sommes stressés, on trouve très peu de temps. Le peu de temps qu'on trouve, on écrit un peu, après on revient continuer. C'est compliqué. Parce que je vois comment même préparer une émission, ça devient problème jusqu'à ce que vous essayez pour écrire un livre. Sincèrement, je vous félicite. Merci. Félicitations. Bon, quel livre vous a marqué dans votre jeunesse, c'est-à-dire quand vous étiez encore étudiant? Il y a beaucoup de livres qui m'ont nourri. Hein. J'ai beaucoup parcouru les classiques africains, des auteurs comme Soni Laboutansi, Yambo Ologem, Tieno Mounenembo. Ces auteurs, ces classiques, j'ai aussi lu Kossi Efu, et puis Camille Alem. Voilà, effectivement, Samichak. Donc ces auteurs m'ont beaucoup nourri. Et sur le plan, en ce qui concerne les auteurs français, j'ai lu également les auteurs comme Victor Hugo, Patrick Grenville, Lamartine. Donc ces auteurs, ces grands auteurs, m'ont quand même permis de trouver ma voie. Voilà, la lecture, c'est la formation. Vous aimez plus les romanciers et ceux qui ont écrit les théâtres, les nouvelles. Vous ne lisez pas les économistes comme Kakoudou Bouko. Je suis en train de lire son dernier livre. Vous n'êtes pas intéressé par... Bon, je suis intéressé, seulement que ça ne me fait pas jouir en fait. Ça ne me fait pas jouir. Il n'y a pas un travail de création qui est aussi fait. C'est les faits que les économistes relatent et puis ils font des rapprochements. Mais ça ouvre aussi les yeux. Quand on lit les œuvres qui ne sont pas aussi littéraires, ça aussi, ça travaille l'esprit et on peut facilement s'en sortir. Lorsqu'on veut aborder un sujet qui ne traite pas de la littérature, ça permet aussi de s'en sortir. D'accord. Oui. On me fait savoir que notre temps est arrivé pour prendre la pause. Bon, c'est l'heure de la pub. Quand nous allons revenir, on va aborder notre deuxième sujet. Qui est l'actualité américaine, ce que nous vivons ici, en ce qui concerne l'immigration. Ok, c'est l'heure de la pub. When I was in foster care, I never knew when I would have to move. So I always had my suitcase ready to go. Then one day, I was adopted. My new parents opened their hearts and home to me. My parents cook my favorite breakfast for me every morning. My parents take me on trips I never thought I would go on. They gave me a home and an even better reason to use that suitcase. My parents aren't perfect, but they're perfect for me. How do you know when you've made the right decision? It's the feeling you get in your gut. The one that tells you what's right or wrong. It's the one that says, sure, I can have a drink. Or the feeling that says, okay, I've been drinking. Now what? It's the voice inside you that says, I'm buzzed. Better leave the car when it's time to go. Plan ahead. Catch a sober ride. Buzz driving is drunk driving. Ok, bon, nous sommes de retour. J'étais avec M. Djira Djadé. On a parlé des deux recueils de nouvelles. Notre cœur, notre piège, coup de théâtre et son dernier roman, À l'hôtel dit sacré. Bon, avant d'aborder le sujet de l'immigration et le divorce entre Donald Trump et Elon Musk, j'aimerais savoir, quel conseil donnerez-vous à un débutant, quelqu'un qui veut écrire un roman ou bien un recueil de nouvelles? Oui, je dirais que il faut lire beaucoup. Parce qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas écrire sans avoir lu. Il faut lire beaucoup. Également, il faut lire de bons auteurs, de bonnes œuvres. Parce que quand on lit certaines œuvres, on se rend compte que le travail, la création n'est pas
aussi minutieuse. Il faut lire des auteurs qui ont du talent et aussi des auteurs qui écrivent avec passion. C'est ça. Il y a certaines œuvres, après avoir lu, on a immédiatement envie d'écrire. Oui. Voilà. Voilà. Donc, il faut lire les grands auteurs. Et il faut lire, je pense qu'il faut lire aussi, il ne faut pas seulement lire la littérature, parce que lorsqu'on veut aborder un thème, qui sort du cadre littéraire, il faut avoir des éléments. Voilà, lorsqu'on veut décrire, par exemple, lorsqu'on veut donner la parole aux personnages, par exemple, les personnages ne vont pas nécessairement parler de la littérature. Lorsqu'on veut traiter un thème qui est d'actualité, par exemple, il va falloir avoir des idées. Donc, ces idées-là peuvent être puisées un peu partout. Donc, il faut lire, certes, des romans, mais il faut lire aussi des œuvres qui relèvent de l'actualité, de l'économie, de la politique et tout. Okay, voilà. Là, je vois. Bon, maintenant, nous allons aborder notre deuxième sujet. Bon, que pensez-vous du divorce entre le président Donald Trump et Elon Musk? Moi, je ne suis pas très politique, mais je pense que les deux esprits appartiennent à des domaines ou des sphères opposées. Et ils poursuivent également des objectifs contradictoires. Trump qui est politique et cherche à faire de l'économie ou cherche à donner coup de pouce à l'économie américaine. Donc, il va essayer, il va vouloir suspendre les finances, les aides à l'entrepreneur. Donc cela va entraîner une mésentente, une querelle. Donc, je pense que l'entrepreneur s'est senti un peu trahi et comme il l'a utilisé après, effectivement, il a trahi. C'est ça. Parce que les sources disent également que Elon a aidé Trump pendant les campagnes, financièrement et sur le plan technologique. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que le président essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin parce que le divorce ils sont plus ensemble. C'est un peu triste parce que et puis bon, l'égard aussi, c'est comme il a les ambitions politiques. Il a aussi les ambitions politiques. On dit c'est comme la bière, quand tu goûtes, tu prends goût et puis donc ça aussi, ça vraiment agit sur les relations. Vous voyez. Donc bon, on a parlé de Trump et choses. Bon, que pensez-vous de la déportation massive d'immigrés illégaux ici aux USA? Oui, l'immigration, je pense que la déportation constitue un geste légal quant à ce qui concerne tous les gouvernements. Déporter, c'est légal. C'est ça. Mais il ne faut pas aussi déporter pour déporter. Il ne faut pas déporter les yeux bandés. La dernière fois, je lisais un truc, on dit que déporter peut coûter plus de 300 milliards de dollars. Donc, s'il faut dépenser 300 milliards d'argent pour déporter, l'économie américaine sera à l'agonie. C'est ça. Sera à l'agonie et on va donner un coup dur à l'économie américaine. Donc, je pense qu'il faut déporter plutôt les illégaux criminels. Donc, c'est ce qu'il faut faire. S'il faut déporter pour déporter, je pense qu'on va se retrouver dans un gouffre. C'est ce qui se passe à Los Angeles actuellement. Bon, maintenant, avant, lui, ses promesses de campagne, c'était de déporter les criminels, comme vous venez de mentionner. Mais on a remarqué qu'il est en train de déporter même ceux qui ne sont pas criminels. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui cause un peu de problème. Or, ces gens-là, parmi eux, il y a d'autres personnes qui payent les taxes. Or, l'économie, lui, se dit économiste. Je dirais beaucoup d'analystes. Ils parlent un peu du racisme. C'est comme il y a aussi le racisme qui est derrière cette déportation massive. Donc, il essaie d'utiliser
sa position de président de la République pour imposer certains trucs que lui-même veut, alors que bon, le pays là, c'est ça qui fait la force des États-Unis. Ils ont les lois, ils ont déjà ils ont les garde-fous quoi. Donc à chaque fois que un juge essaie de contrecarrer cette décision, il veut aller en force quoi. Ce serait de la dictature aussi. Voilà, le mot je ne voulais pas utiliser, mais c'est ça. C'est comme il veut vraiment doser, et puis il veut agir comme un dictateur. Et ça aussi, ça retarde le pays. Et puis le pays aussi sur le plan international. L'Amérique qui est vue comme un pays démocratique, tout ça là. Donc ces valeurs-là sont en train de prendre un coup. Et tout récemment, il a même touché le temple du savoir. Je veux parler de Harvard University, où là aussi, il essaie de prendre des décisions qui vont encore limiter l'inscription des étrangers à l'université de Harvard. Non, c'est... Vous voyez donc, c'est comme il est en train de... il est aussi entré dans la confusion. Voilà. Dans la confusion. Or, tout ça, là, ça fait partie du soft power des États-Unis. Donc, l'école, l'économie, même la force, je vais parler de l'armée américaine. Donc, ils étaient respectés sur tous ces plans-là. Bon, maintenant que lui est venu, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il va finir les 4 ans là avec son comportement. C'est vraiment... Bon, on a parlé des États-Unis. Bon, on ne peut pas oublier notre continent. Effectivement. On va parler un peu du continent africain. Bon, depuis un moment, on voit sur plusieurs médias que le Burkina Faso est à la page. Bon, que pensez-vous des coups de force du président burkinabé? Vous avez vu aussi les manifestations. Je dirais même si le plan mondial, les gens ont manifesté ici au niveau des Times Square. Ils ont manifesté en Afrique, un peu partout en Europe également. Effectivement. Moi, je pense qu'il faut aussi situer... le régime du jeune président dans son contexte. Il y a le contexte politique qui est là, il y a le contexte militaire et social. Et, il est en fait il est dans le domaine dans lequel il lutte contre le terrorisme. Donc il maîtrise un peu le domaine. Donc, sa venue a permis au Burkinabé de souffler un peu et d'avoir une nuit paisible avec les terroristes qui tournent autour du pays. Donc, il a en fait permis à ces Burkinabés-là de souffler et il est aussi en train d'apporter des solutions économiques. Donc, tous ces éléments-là... Et sa façon aussi d'agir, on sent qu'il est catégorique. C'est ça. Et il est catégorique et il incarne aussi les valeurs panafricaines. Voilà, c'est ce qui fait que un peu partout dans le monde, en Europe, même les Noirs américains sont derrière lui. Voilà, j'ai suivi beaucoup de vidéos. Même au niveau du Jamaïque, effectivement. Les gens ont réagi. Effectivement. Donc là, c'est bien. Bon, comme notre temps est en train de finir, je veux qu'on aborde aussi le cas du Togo. Bon, dans nos États africains, faire face à la vie chère est un défi complexe, car elle touche à la fois les politiques publiques, les ménages et les réalités locales. Bon, récemment, au Togo, notre pays d'origine, l'État a augmenté le prix du kilowattheure d'électricité qui agit sur les ménages. Bon, quelle solution, selon vous, pour régler le problème de la vie chère en Afrique, et notamment au Togo? Parce que ça se passe un peu partout en Afrique. Oui, effectivement. Je pense que la vie chère, c'est un poids que tout le monde supporte, même les pays évolués. La vie chère, c'est un peu partout. C'est un peu par nous qui sommes ici aux États-Unis. Il faut voir le logement et tout. L'Afrique peut s'en sortir si l'Afrique... Les gens se mettent au travail. Voilà, les gens se mettent au travail et que l'Afrique aussi produit
sur place, suffisamment et sur place. Il faut qu'on cherche aussi à cesser d'importer. Si on produit sur place de façon abondante, je pense que on va pallier à ces problèmes-là de la vie chère. Récemment au Burkina, par exemple, le président a distribué des tracteurs gratuitement aux cultivateurs. Donc, c'est des actions qu'il faut mener, je crois, pour pouvoir pallier à ces problèmes de la vie chère. Quand tu parles de produire sur place et autres, il faut vraiment trouver toujours les plans B. Quand ça ne va pas comme ça, là, elle va s'accrocher à son petit boulot et autres. Là. Effectivement. Par exemple, dans les villages, dans nos villages, même à Lomé, on peut faire des petits jardins comme ça. Les gens disent que les légumes, c'est cher. Tout ça là. Quand nous on était au village, la plupart de nos parents là, c'est derrière les maisons qu'ils allaient chercher. Mais tout ça là maintenant, les gens ne veulent pas faire. Donc c'est des trucs qui vont aider à réduire les dépenses, c'est-à-dire les dépenses nécessaires, par exemple le loyer, l'électricité, autres là. Au moins si là, au niveau de la nourriture et autres là, les petits trucs, les légumes là, on peut faire ça, ça peut en même temps aider quoi. Effectivement, ça peut régler beaucoup. J'ai une minute en tant qu'enseignant. Quel conseil pouvez-vous partager avec les élèves pour les aider à mieux naviguer à travers leur parcours éducatif et aussi à se préparer à la vie au-delà de l'école? Oui, je pense qu'il faut aussi arriver à sortir ou à se passer du clinquant des réseaux sociaux. La plupart du temps, on remarque qu'il y a aujourd'hui, il y a les vidéos et tout, les réseaux sociaux, ça divertit. Donc il faut se passer des réseaux sociaux et se donner à fond au travail et également risquer poursuivre ses objectifs pour pouvoir les atteindre. Merci beaucoup. Il faut enchaîner en même temps avec votre mot de fin parce que notre temps est fini. Conclure tout de suite. Merci beaucoup de m'avoir invité pour une énième fois. J'invite les uns les autres à se procurer de mes œuvres et découvrir mon univers littéraire. Voilà, merci beaucoup. D'accord, je vous remercie. Malheureusement, nous avons atteint le temps imparti pour l'émission d'aujourd'hui. Nous voudrons remercier le personnel de BronzeNet qui a dirigé cette émission, notamment William et Yaralis. Bien sûr, nous n'avons pas oublié nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici aux ISA et ceux qui nous suivent sur nos pages Facebook et YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité. Continuez par vous abonner à la chaîne YouTube de Action Africa TV et à sa page Facebook. C'est votre manière de nous soutenir. Merci et à la prochaine. Bye bye.